Suspectée d'avoir semé la peur sur les réseaux sociaux, une quadragénaire vient d'être arrêtée par la gendarmerie nationale à Bafoussam. La jeune femme est accusée d'incitation à la haine et à la violence suite aux troubles post-électoraux. Elle a été présentée à la presse au service central des recherches judiciaires de la gendarmerie à Yaoundé. Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault. C'est une femme d'allure ordinaire. Pourtant, selon la gendarmerie nationale, Geneviève alias la reine des bois n'est pas une internaute comme les autres. Sur WhatsApp, ces messages auraient mis le feu aux poutres. Ne vous laissez pas avoir. Et une stratégie d'attaque. Sortez, ciblez. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et comme il dit là, les maisons de ces gens-là, de tous ces gens qui ont participé au conseil constitutionnel d'aujourd'hui, quand on va les prendre un à un, il dit que ça va dépasser tout ce qu'on a eu à faire depuis là. Appel à l'insurrection, au soulèvement, à la destruction de biens publics, tout y serait passé. Présentée ce jeudi à la presse, la quadragénaire n'a pas eu besoin d'un micro pour faire parler d'elle. Ces publications suffisent, selon les enquêteurs, à troubler l'ordre public. Elle a appelé à incendier les stations-service, je cite entre autres, Tradex, Neptune ou Total encore, prodiguer des conseils pour la mise au point et l'utilisation des bombes artisanales et inciter au kidnapping suivi de l'élimination physique des autorités publiques et des membres de leur famille. La gendarmerie dit avoir travaillé sans relâche pour remonter la trace de cette influenceuse, comme la surnomment déjà certains. Et l'enquête se poursuit. Des officiers de police judiciaire, il faut le souligner, de la gendarmerie nationale sont déployés sur toute l'étendue du territoire pour l'arrestation de ces acolytes déjà identifiés, lesquels seront traduits à leur tour devant les tribunaux de la République. Message des forces de l'ordre, le clavier n'est pas un bouclier et les appels à la haine ne resteront plus impunis. Les citoyens sont d'ailleurs invités à signaler toute dérive en ligne. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, aujourd'hui je m'adresse à vous non pas en tant que donneur de leçons, mais comme quelqu'un qui partageait votre douleur, votre frustration, votre sentiment d'injustice. Il y a quelques jours, une influenceuse a été arrêtée à Bafoussam. Une jeune femme qui a exprimé sa colère, peut-être maladroitement, peut-être avec trop de violence dans les mots, mais qui au fond criait ce que beaucoup d'entre nous ressentent. Et aujourd'hui, elle paie le prix de cette expression. Mais avant de la condamner ou de la défendre aveuglément, prenons un moment, respirons profondément et réfléchissons ensemble à ce moment crucial de notre histoire collective. Oui, nous sommes en colère. Oui, nous avons le droit d'être en colère. Cette colère n'est pas un caprice d'enfant gâté. Ce n'est pas de l'ingratitude. Ce n'est pas de la manipulation extérieure comme certains voudraient nous le faire croire. Cette colère est légitime. Elle est viscérale. Elle vient du plus profond de nos entrailles parce que nous voyons nos espoirs piétinés, nos rêves confisqués, notre dignité bafouée. Quand un peuple se sent trahi par ceux-là même qui sont censés garantir l'équité et la justice, quand les institutions qui devraient protéger la démocratie semblent servir d'autres intérêts, la colère n'est pas seulement normale, elle est saine. C'est le signe qu'un peuple est encore vivant, qu'il refuse de se résigner, qu'il n'a pas renoncé à ses aspirations légitimes. Donc ne laissons personne invalider notre colère, ne laissons personne nous faire croire que nous n'avons pas le droit de ressentir ce que nous ressentons. Notre colère est justifiée. Mais voilà où se situe toute la nuance, toute la finesse de notre combat. Avoir raison dans notre colère ne signifie pas que toutes les expressions de cette colère sont justes ou efficaces. Et c'est là que je veux nous emmener aujourd'hui, dans cette zone inconfortable de la lucidité, dans cet espace difficile où l'on doit concilier nos émotions légitimes avec la stratégie intelligente, où l'on doit marier notre soif de justice avec la sagesse tactique. Parce que mes frères et sœurs, nous ne sommes pas dans un ring de boxe où celui qui frappe le plus fort gagne. Nous sommes dans un moment historique où chaque geste, chaque mot, chaque action sera scruté, utilisé, instrumentalisé, soit pour nous servir, soit pour nous desservir.
Regardons l'histoire, pas celle qu'on nous enseigne dans les manuels édulcorés, mais la vraie histoire des luttes des peuples. Gandhi face à l'Empire britannique, le colosse qui dominait le monde. Qu'a-t-il fait? Il aurait pu appeler à brûler, à détruire, à tuer. Dieu sait que la colère du peuple indien était justifiée après des siècles de pillage, d'humiliation, de massacres, mais Gandhi a compris quelque chose de fondamental. La violence aurait donné à l'oppresseur exactement ce qu'il cherchait, le prétexte pour écraser encore plus durement. Alors, il a choisi la marche du sel, la désobéissance civile, le boycott pacifique. Et savez-vous ce qui s'est passé? L'empire le plus puissant du monde a été mis à genoux, non pas par les armes, mais par la force morale d'un peuple qui refusait de jouer le jeu de la violence. Martin Luther King en Amérique, face à un système ségrégationniste brutal qui lynchait, qui emprisonnait, qui humiliait quotidiennement, il aurait pu dire à son peuple « Prenez les armes, vengez-vous, brûlez tout ». Et personne n'aurait pu dire que cette violence était injustifiée. Mais King a vu plus loin. Il a compris que chaque vitre brisée, chaque voiture incendiée serait utilisée pour détourner l'attention de l'injustice systémique et la focaliser sur la violence des manifestants. Alors, il a marché, assis dans les bus, organisé des sit-ins et face aux chiens policiers, aux lances à incendie, aux matraques, il a maintenu la discipline de la non-violence. Et cette image du peuple noir américain, digne malgré la brutalité, pacifique malgré la provocation, a retourné l'opinion mondiale et fait plier un système qui semblait immuable. Nelson Mandela, 27 ans de prison, 27 ans de sa vie volée par un régime d'apartheid inhumain. Quand il est sorti, aurait-il été légitime qu'il appelle à la vengeance, au massacre des oppresseurs? Absolument. Mais qu'a-t-il choisi? La réconciliation, le dialogue, la construction d'une nation arc-en-ciel, non pas par faiblesse, non pas par oubli, mais par intelligence stratégique, parce qu'il savait que la violence engendrerait un cycle sans fin de représailles et détruirait le pays qu'il voulait construire. Et plus près de nous, dans notre propre continent, regardez les révolutions arabes. En Tunisie, un peuple s'est soulevé pacifiquement, massivement et a renversé un dictateur. En Libye, en Syrie, la révolte est devenue violence armée. Aujourd'hui, où préféreriez-vous vivre? Où y a-t-il encore un espoir de démocratie, même fragile? La réponse est claire. La violence a non seulement échoué à libérer ces peuples, elle a transformé leur pays en enfer. Je partage tout cela non pas pour vous donner un cours d'histoire, mais pour que nous apprenions des victoires et des échecs de ceux qui nous ont précédés. Ces exemples nous enseignent une vérité inconfortable. Dans un rapport de force inégale, la violence du faible ne fait que renforcer le fort. Pourquoi ? Parce qu'elle lui donne la légitimité de la répression. Un régime autoritaire ne demande qu'une chose, que vous deveniez violent, que vous cassiez, que vous brûliez, que vous menaciez. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus des citoyens légitimement révoltés. Vous devenez des casseurs, des émeutiers, des terroristes. Et toute la sympathie que vous auriez pu avoir, toute la légitimité morale de votre cause s'évapore dans la fumée des pneus brûlés et le bris des vitrines. C'est exactement ce qui s'est passé avec notre sœur arrêtée à Bafoussam. Sa colère était légitime, ses griefs étaient réels, mais la forme qu'a prise son expression a donné aux autorités exactement ce qu'elles cherchaient, un prétexte. Maintenant, au lieu de parler des vraies questions, des vraies injustices, on parle d'incitation à la haine, de violence, de troubles à l'ordre public. Vous voyez le glissement? On est passé de « pourquoi le peuple est-il en colère ?» à « regarder ces gens violents qu'il faut réprimer ». C'est une tactique vieille comme le monde et nous continuons à tomber dedans. Alors que faire? Se taire? Accepter? Rentrer à la maison et subir en silence? Jamais.
Le silence complice est aussi destructeur que la violence aveugle. Mais il y a un espace immense entre le silence lâche et la violence contre-productive. Cet espace, c'est celui de la résistance intelligente, de la protestation stratégique, de la désobéissance civile créative. Marcher par milliers dans les rues, sans armes, sans violence, juste nos corps, nos voix, notre détermination. Vous savez ce qui terrifie vraiment le pouvoir? Ce n'est pas une foule en colère qui casse et brûle. Ça, ils savent comment y répondre. Ils ont les gaz lacrymogènes, les canons à eau, les arrestations de masse. Ce qui terrifie vraiment le pouvoir, c'est une foule disciplinée, pacifique, déterminée, qui dit non et qui ne bouge pas, qui revient chaque jour, qui maintient la pression sans donner le moindre prétexte à la répression violente. Le silence collectif aussi peut être assourdissant. Imaginez une journée où personne n'ouvre son commerce, où personne ne va travailler, pas en cassant, pas en menaçant, juste en restant chez soi. Une ville morte, un pays à l'arrêt, sans violence, sans destruction, juste l'absence, le vide, le silence. Ce silence-là dit plus que 1000 discours enflammés. Il montre l'ampleur du mécontentement. Il démontre la capacité d'organisation. Il prouve qu'un peuple uni peut paralyser un système sans tirer une seule pierre. Les réseaux sociaux que notre sœur a utilisés, ils ne doivent pas servir à appeler à la violence, mais à documenter, à informer, à mobiliser intelligemment. Filmer les injustices, partager les témoignages, créer des mouvements de solidarité, organiser des campagnes de sensibilisation. Chaque influenceur, chaque personne avec une plateforme a une responsabilité immense. Vous avez le pouvoir d'allumer des incendies ou de construire des ponts, d'attiser la haine ou de canaliser la colère vers quelque chose de constructif. Et je veux être très clair sur une chose. Prôner la non-violence ne signifie pas être naïf. Je ne vous dis pas que si vous êtes gentil, le pouvoir vous aimera et vous donnera ce que vous voulez. Non. La non-violence n'est pas de la gentillesse, c'est de la stratégie. C'est du judo politique, utiliser la force de l'adversaire contre lui. Quand il vous frappe et que vous ne ripostez pas violemment, chaque coup qu'il donne les délégitimise. Chaque arrestation injuste crée de nouveaux sympathisants à votre cause. Chaque abus filmé et partagé ternit leur image internationalement. Mais dès que vous lancez une pierre, dès que vous brûlez un pneu, le narratif change et vous perdez cet avantage moral. Mes frères et sœurs, regardons-nous dans les yeux et posons-nous la vraie question. Voulons-nous juste exprimer notre rage et avoir notre moment de catharsis ou voulons-nous vraiment changer les choses? Si c'est juste la catharsis que nous cherchons, alors oui, cassons, brûlons, crions notre haine. Nous nous sentirons bien pendant quelques heures, puis viendront les arrestations, la répression, et nous serons encore plus écrasés qu'avant. Mais si nous voulons vraiment le changement, alors nous devons être plus intelligents, plus disciplinés, plus stratégiques que ceux que nous contestons. Le changement véritable demande de la patience. Et je sais que la patience est difficile quand on souffre, quand on a l'impression que notre vie passe et que rien ne bouge. Mais la patience stratégique n'est pas de la résignation, c'est de la persévérance. C'est comprendre que les grands changements ne se font pas en un jour, mais que chaque action posée aujourd'hui, si elle est judicieuse, construit le monde de demain. À notre sœur qui a été arrêtée, je dis, ta colère était légitime, ton courage est admirable, mais apprends de cette expérience. Ton influence est un pouvoir immense. Utilise-le maintenant pour montrer comment on peut être radical dans ses convictions tout en étant stratégique dans ses actions. À tous les jeunes qui me lisent, qui bouillonnent d'indignation, qui veulent agir, votre énergie est notre plus grande ressource. Ne la gaspillez pas dans des actions qui vous mèneront en prison sans faire avancer la cause. Canalisez cette énergie dans l'organisation, la mobilisation pacifique, la créativité protestataire. Aux parents, aux aînés, je dis, ne condamnez pas la colère de vos enfants, mais guidez-les.
Partagez votre expérience, enseignez-leur la tactique tout en validant leurs aspirations. Nous avons besoin de la sagesse de l'âge marié à l'énergie de la jeunesse, pas de génération contre génération. Et à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui prennent les décisions, j'ai aussi un message. Vous pouvez arrêter tous les influenceurs, fermer tous les réseaux sociaux, réprimer toutes les manifestations, mais vous ne pouvez pas arrêter une idée dont le temps est venu. L'histoire nous enseigne que les régimes qui refusent d'écouter les protestations pacifiques créent les conditions de leur propre effondrement violent. Mais les régimes qui ont l'intelligence d'ouvrir le dialogue, même quand c'est inconfortable, même quand ça demande des concessions, sont ceux qui traversent les crises et se renforcent. Le choix vous appartient. Pour conclure, mes frères et sœurs, nous sommes à un carrefour. Nous pouvons prendre le chemin facile de la colère explosive qui nous donnera une satisfaction immédiate, mais nous mènera dans une impasse. Ou nous pouvons prendre le chemin difficile de la résistance intelligente qui demandera de la discipline, de la patience, du courage d'un autre ordre, mais qui peut réellement nous mener vers le changement que nous désirons. L'histoire nous montre que ce second chemin, aussi difficile soit-il, est le seul qui ait jamais vraiment fonctionné pour les peuples en lutte. Alors oui, soyons en colère, mais soyons intelligemment en colère. Oui, protestons, mais protestons stratégiquement. Oui, résistons, mais résistons efficacement. Notre force n'est pas dans nos poings, elle est dans notre unité, notre créativité, notre détermination sans faille. Ne donnons pas à ce régime ou à aucun autre le prétexte qu'il cherche. Soyons irréprochables dans nos méthodes, même si nous sommes intransigeants dans nos demandes. C'est comme ça que l'on gagne. C'est comme ça que l'histoire se souvient des vainqueurs. Pas comme des émeutiers, mais comme des libérateurs. Le choix nous appartient. Choisissons la sagesse sans renoncer à la justice. Merci.